Marine, c'était pour savoir ce que vous avez à dire sur la liberté d'expression aujourd'hui et pourquoi vous êtes là. Ben, moi je suis là parce que je ne pensais pas quand j'étais enfant qu'en France, un jour dans ma vie, je viendrais à une manifestation pour la liberté d'expression. Je pensais que c'était quelque chose d'acquis définitivement. C'est aberrant, voilà. Et c'est au-delà de la liberté d'expression puisque c'est surtout la liberté d'opinion que l'on n'a plus. C'est ça qu'ils veulent censurer, c'est surtout ça. On n'a pas le droit de penser différemment de ceux qui pensent détenir la vérité. Voilà. Vous dites ça en rapport avec ce qu'on peut ou ne pas dire sur les réseaux sociaux, par exemple? Mais absolument partout. C'est même, je vois quand je parle avec des gens que je rencontre, si j'exprime une idée que j'ai par rapport à une situation très objective, je sens les gens qui se bloquent, qui se ferment et qui se détournent. Des personnes que vous connaissez que je connais ou plus ou moins, des relations, des gens dans le travail. Un comportement qui a changé les gens autour de vous. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une parole, chez eux ça fait comme s'il y avait un mur qu'ils érigeaient, enfin ils me regardent très bizarrement et puis ils s'en vont, ils ne peuvent pas entendre. Et non, mais même pas sur les réseaux sociaux, c'est entre vous. Oui, voilà, c'est même dans la réalité de la vie, il y a des choses que les gens ne peuvent pas entendre et n'acceptent pas de débattre. En fait, il y a une difficulté à débattre aujourd'hui. Dès l'instant où on n'est pas d'accord, les gens vous rejettent en fait. Sur des sujets, des événements assez précis, des choses qui peuvent bloquer. Oui, par exemple, pour vous donner un exemple tout bête, moi je n'ai pas de compteur Linky et j'ai mis mon appartement en vente. Donc j'explique aux gens que mon appartement c'est bien, il n'y a pas de compteur Linky. Et c'était des petits jeunes de 30 ans. Et le gamin me dit mais pourquoi? Donc je lui explique, dans quelques temps vous serez facturé comme pour les billets de train. C'est-à-dire aux heures où tout le monde utilise, vous serez facturé plus cher qu'aux heures où les gens utilisent moins. C'est comme les billets de train qui sont plus chers à Noël, voilà. Alors déjà, je sentais que dans son cerveau, c'était difficile à comprendre. Et à un moment donné, donc il y a un grand silence, puis il se tourne vers moi, il me fait « Vous avez la fibre ?» Je fais « Oui, j'ai la fibre, je ne suis pas amiche. » Vous voyez, pour lui, dès l'instant, on était... Voilà, donc on est dans des mondes parallèles, en fait. Oui, c'était quelqu'un de 30 ans, un jeune de 30 ans. Oui, entre 30 et 35 ans, voilà. Il n'y a pas d'âge en fait, vous m'avez donné un exemple, mais ça ne dépend pas forcément de l'âge. Ah non, ça n'a rien à voir, mais malgré tout, à Paris, les 30-quarantenaires, de toute façon ils sont tous bobos, ils sont tous acquis à une idéologie woke. Quand je dis tous, il y a toujours des exceptions, heureusement, mais malgré tout c'est une généralité. Parce que moi, dans mon quartier, là où j'habite, ils votent à 75% la même chose. Donc, comme dans beaucoup de quartiers à Paris. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que je dis, c'est très parisien. Moi, j'habite à Paris. Donc, voilà. Faut le savoir, c'est bien de le dire. Voilà, mais les 30-40 ans à Paris, oui, ils sont tous briefés pareil. Voilà, et je pense que dans leur travail, on les briefe pour être comme ça. Enfin, voilà, c'est... Il y a de vrais lavages de cerveau quand même. Je trouve que... Là, on parle de personnes qui ne vont pas forcément remettre en question ce qu'on leur a mis dans la tête, c'est ça? Non, oui, ils ne remettent pas en question. Parce que pour eux, c'est du progrès, de toute façon, aller vers le réchauffement climatique. Voilà, on va tous s'entraider pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, ils ont l'impression d'être, au contraire, vraiment du côté du bien, des gens qui veulent faire des choses bien. Et il y a des gens très sincères là-dedans. C'est sûr, mais bon, voilà. Et dès que vous leur dites l'inverse, on sent que ça les... Voilà, il y a une case qui manque dans le cerveau, quoi. Et vous, depuis toujours, vous êtes comme ça? Vous êtes ouvert d'esprit, je veux dire, en recherche ouverte d'esprit. Ouverte d'esprit, oui, ça c'est sûr. Mais je vous dis, ça a été un grand choc pour moi de voir que... En fait, moi, le grand choc pour moi, parce que bon, j'ai des enfants, c'était de m'être rendu compte à l'école comment la perversion montait à l'école, dans le système, comment les enseignants étaient avec les enfants. Donc j'ai rien contre les enseignants, mais vous voyez ce que je veux dire? Le programme. C'est à la fois le programme, mais aussi le comportement des professeurs. Sans doute qu'on leur demandait d'être comme ça, c'est pour ça que je dis, mais du coup les jeunes devenant sont dans des mentalités perverses et ils prennent ça pour la normalité. Voilà. Il faudrait qu'on en parle pendant longtemps parce que c'est pas en 3 mots que ça peut s'expliquer. Mais ça a été le premier choc, oui. Vous avez constaté ça par rapport à vos enfants quand ils étaient jeunes, c'est ça? Quand ils étaient jeunes et donc les autres jeunes à côté d'eux, quand je prenais le métro, la façon dont les jeunes se comportaient, comment leurs parents se comportaient. Quand un jeune se comportait mal et comment les parents réagissaient au mauvais comportement de l'enfant. Moi, je viens d'une génération où on était quand même éduqués, vous voyez.
Dans le respect, dans le respect, on tenait la porte, on laissait sortir avant d'entrer. Et ça nous semblait tellement normal. Vous voyez, il y avait un savoir-vivre, un bon sens général pour que tout se passe bien dans la vie, machin. Voilà, je pouvais laisser mon vélo, personne ne me le volait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une autre vie, quoi. Et donc soudainement, on s'aperçoit que tout change et que celui qui vous agresse, eh ben, il va vous faire passer pour l'agresseur. En permanence. Donc c'était ça qui était choquant en pleine rue, quand quelqu'un vous bouscule et puis vous réagissez et du coup il vous traite de connasse parce que vous avez osé réagir. Je suis désolée, mais ça n'existait pas avant. Ça a commencé doucement, c'est monté en puissance et après c'est comme une sorte de norme. Oui. C'est devenu un peu un comportement de tous. Et je voyais bien avec mes enfants à quel point c'était difficile de leur expliquer que ce qu'on leur inculquait comme type de comportement à l'école, eh ben, il fallait pas qu'ils aillent là-dedans. Ben, c'est très difficile. Et ça a commencé à quelle époque moi, ma fille, elle est née en 89. 89. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait 35 ans que j'ai senti monter. Et voilà. Mais comme toujours, vous savez, quand moi, je suis très optimiste, hein, donc je sais que plus on monte vers l'horreur, et plus les forces bienveillantes et humaines, vraiment, eh ben, elle remonte encore plus. Voilà. Donc ça va par cycle. On est comme sur un fond d'un tunnel. C'est écrasant et après on passe à autre chose. Pour vous, ça va peut-être se terminer bientôt. Non, c'est pas une question de cycle. Pour moi, c'est plutôt que plus il y a de mauvaises choses et plus il y en a des bonnes. Voilà. Ça s'équilibre. Oui, exactement. C'est-à-dire que si vous voulez voir des choses merveilleuses, il faut qu'à côté il y ait des choses monstrueuses. Voilà. C'est triste à dire, mais je pense que c'est le principe même de la vie sur cette planète, où vous ne pouvez pas dissocier le masculin du féminin, vous ne pouvez pas dissocier le jour de la nuit, parce qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, etc., le bien du mal, etc. Donc, si on voulait sur cette terre qu'il n'y ait que du bien, qu'il n'y ait plus de mal du tout, le bien disparaîtrait de toutes les façons. Alors c'est conceptuel, hein, c'est difficile à saisir, mais moi c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Plus le monde devient agréable à vivre, mais en même temps très fade. Il n'y a pas beaucoup de mal, mais il n'y a pas beaucoup de bien. Mais dès que vous avez beaucoup de mal... Moi, j'ai découvert beaucoup de personnes extraordinaires pendant cette crise, en fait, que je ne savais même pas qu'elles existaient. Vous parlez de 2021 par rapport au pass sanitaire Oui, c'est-à-dire à partir de 2020, où là, on a été confrontés à un truc hallucinant. Et c'est là où j'ai pu découvrir à la fois des penseurs, des chercheurs, des scientifiques... des gens des civils. Sur Internet, en numérique, et aussi physiquement. Aussi bien dans la vraie vie que sur Internet, oui, absolument. Je ne savais pas qu'il y avait des gens, encore aujourd'hui, qui avaient une telle capacité de réflexion et d'intelligence, et ça, c'était un grand bonheur. Donc voilà, c'est... Là, vous me dites que vous êtes de Paris, et quelque part, je trouve ça intéressant d'avoir votre opinion. Parce qu'à Paris, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui ont des images du Parisien en toute la France. Et un Parisien, c'est quoi un Parisien, quoi? Ça, vous m'avez parlé des jeunes de 30 ans, bobo. Voilà. Oui, aujourd'hui, c'est ça. C'était pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, oui, le Parisien typique, c'est le bobo gaucho. Voilà. On va dire, il y en a beaucoup, c'est ça? C'est pas tout le monde, c'est pas non plus tout Paris. Non, c'est pas tout Paris, parce qu'il n'y a pas que des 30-40 ans. Vous avez énormément de personnes âgées qui sont très malheureuses à Paris aujourd'hui, parce que plus rien n'est respecté. Les vélos foncent dans tous les sens. Une nouvelle voie. Enfin, plus personne ne respecte personne. Les règles ne sont jamais respectées. Et je pense que pour vivre ensemble, il faut quand même respecter quelques règles. Et donc pour les personnes âgées, c'est très dur. Les personnes qui ont 80-90 ans, il y en a encore beaucoup à Paris. Et c'est très dur pour elles. Et vous avez toujours vécu à Paris ou... Moi je suis née à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. J'adorais Paris, mais j'aime de moins en moins. Voilà. Et vous consultez beaucoup là vous venez pour la liberté d'expression quelque part. Oui. Est-ce que c'est pour vous en rapport avec les réseaux sociaux? Vous avez parlé au tout début de rencontres physiques. Pour vous, la liberté d'expression, c'est des gens qui se braquent, même physiquement face à vous, quoi. Des gens qui veulent pas continuer la conversation. En fait, c'est pas tant qu'ils se braquent, c'est comme si soudainement je leur parlais chinois et que du coup, pour eux, c'est bizarre. Ils ont l'impression d'être face à quelqu'un de bizarre et du coup, ils s'écartent. Vous voyez, le gars qui me demande est-ce que vous avez la fibre, c'était lunaire qui me posait cette question-là.
Vous avez l'impression que vous parlez pas le même langage, quelque part. Oui, c'est ça. Non, je dis ce sont deux mondes parallèles, oui, qui ne peuvent pas se rencontrer, en fait. Qui n'a rien à voir avec une différence d'âge, qui est en rapport avec des individus différents les uns des autres. Oui, ça n'a rien à voir avec l'âge. On va pas dire qu'on est plus vieux, ils sont plus jeunes. Ou... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Vraiment. On peut savoir dans quel secteur vous êtes Moi, j'ai travaillé dans tous les secteurs possibles et inimaginables. Donc, voilà, j'ai eu plein de fric. Dans la communication dans tout. J'ai eu des postes à responsabilité. J'ai dirigé des équipes de 50 personnes. Et puis, j'étais journaliste. Et puis, j'étais comédienne. Donc, vous connaissez l'humain. Plein de trucs. Vous connaissez l'humain. J'essaye. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que l'humain. Donc, voilà. Et que tant que les gens n'auront pas compris que la condition humaine, c'est d'être mortel, on ira mal, on ira vers le transhumanisme, tous ceux qui veulent absolument rester immortels. Alors que la condition humaine, c'est d'être mortel. Est-ce que je peux vous demander, en fait, par rapport à cette année et même ce qu'on vit actuellement, vous êtes d'un naturel optimiste, mais comment vous voyez les choses par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au comportement des gens? Là, vous... il y a des évolutions, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi, à un moment donné, j'avais remarqué sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes qui tiennent, vous savez, qui ont leur petite chaîne, etc., qui diffusent ce qu'ils pensent des événements. Et j'en suivais certains que je trouvais très bien, ils disaient des choses très bien. Et puis à un moment donné, ils ont commencé à dire ouais, mais c'est pas grave de pas bien parler le français, c'est pas grave de faire des fautes d'orthographe, c'est pas important, c'est pas ça qui est important, il y a des choses bien plus graves. Et comme par hasard, ces gens-là, quand je les ai retrouvés quelques années après, ils étaient pro-vaccin, pro-machin, pro-truc, vous voyez. Et du coup, moi, déjà à cette époque-là, je mettais toujours les gens, je leur corrigeais, etc. Et en général, je me faisais matraquer la gueule, que ça, gna. Et à un moment donné, ça a changé. Il y a des gens qui ont commencé à me dire que j'avais raison, mais ça s'arrêtait là. Et ensuite, j'en ai vu de plus en plus qui se mettent à corriger les gens dans leur écriture, parce que ça devient n'importe quoi. Pour arriver à lire ce qu'écrivent les gens, il faut s'arracher les cheveux pour comprendre parfois. Donc voilà, c'est-à-dire le respect, ça commence par se relire avant d'appuyer sur le bouton pour envoyer. Se relire pour voir si ce qu'on a écrit, les algorithmes n'ont pas changé 3 mots, ou si on a bien respecté les accords des temps, etc. Et surtout, moi, ce que je dis aux gens, c'est que si vous voulez que votre pays ne disparaisse pas, si vous voulez que votre identité ne disparaisse pas et que votre humanité ne disparaisse pas, il faut respecter votre langue, la préserver. Et parce que c'est, déjà dans la Bible, au commencement était le Verbe, donc c'est la parole, c'est ce qu'on dit. Et la seule façon de bien communiquer, c'est de bien parler une langue. Parce qu'on ne peut pas bien se faire comprendre si on la parle mal. Enfin, moi, franchement, ça me paraît évident. Voilà. Vous avez été journaliste, vous l'êtes toujours ou pas? Non, je l'ai été 10 ans. En vous? Je l'ai été 10 ans, ça m'a suffi. Concerne la recherche d'informations et l'échange d'informations. C'est un peu comme ceux qui... je pense que si j'ai aimé être journaliste, c'est parce que j'aimais chercher la vérité, l'information. Oui, je vous dis ça parce qu'en ce moment... Oui, tout à fait. Oui. On a l'impression que le travail de journaliste, ça n'existe plus. On est face à des gens qui doivent vraiment se taire mais ça et pas trop n'existait l'ouvrir. déjà pas à l'époque où j'étais journaliste. Dans les années 90 Non, c'était dans les années 2000. 2000. Et j'avais des amis, je me souviens, qui avaient fait des enquêtes, des investigations vraiment très importantes sur certains sujets graves. Oui. Et dans les comités de décision de qu'est-ce qu'on passait dans le numéro suivant, la direction disant non, ça on attendra que l'Express en parle. Tant qu'ils n'en parlent pas, nous on n'en parle pas. Et vous étiez qui? On peut savoir dans quel journal j'ai bossé dans différents journaux, le Nouvel Obs par exemple. Parce qu'il y a des choses qui sont inscrites sur un contrat quand vous le signez, mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qu'on peut vous dire, ça tu peux pas le dire, mais c'est pas parce que... Des choses non inscrites nulle part, mais il y a des façons de faire, comme dans tous les bureaux, toutes les entreprises. Mais moi j'arrivais vachement bien, j'exagère de dire ça, mais si vous voulez, quand vous rendez un papier pour un magazine, vous savez, à un moment donné, vous devez l'envoyer en temps et en heure pour qu'ils puissent l'imprimer. Et ça doit être corrigé par votre rédac-chef, etc. etc. Donc moi, quand je ne voulais pas, parce que c'était tout le temps corrigé, on m'a fait dire des choses que je n'ai jamais voulu écrire, jamais dites. C'est horrible. Tout le monde ne le sait pas, ça. Et il y a votre nom en bas de la page, et vous n'avez jamais écrit ça. Ça a été corrigé par le sous-chef machin, le sous-chef bidule. C'est insupportable. Et donc moi, parfois, quand je voulais vraiment faire passer des choses, en me disant comment je vais faire pour qu'ils ne me censurent pas, j'arrivais à leur envoyer, mais à la dernière seconde. Vous voyez, à la dernière seconde, j'avais mon rédac-chef qui m'appelait « Mais alors, tu m'as toujours pas envoyé ton papier, hein ?»« Oui, je te l'envoie, je te l'envoie. » Et à la fin, il m'appelait pour m'engueuler « Ouais, mais ça va pas, pourquoi t'as écrit là-dessus
etc. Ouais. Donc, vous voyez, c'était drôle. Parce que quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un œil beaucoup plus critique que d'autres sur le travail du journaliste? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 2020, même les années suivantes, avec des choses qui maintenant peuvent être dites, mais qui ne pouvaient pas être dites à l'époque. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qui se délivrent un peu plus maintenant qu'auparavant, avec des gens qui ont beaucoup plus d'avance sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a des vérités, vous dites, qui se disent plus facilement, c'est ça que vous voulez dire? Il y a un peu plus, des fois, on a l'impression que des fois certains retournent leur veste ou proposent des choses qu'on pouvait peut-être pas dire il y a 2-3 ans, maintenant ça sort un petit peu plus. Mais moi, je crois pas au retournement de veste, je pense qu'on leur a dit qu'ils avaient le droit de le dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout. Mais qui dit ça? Qui dit on a le droit Ceux qui possèdent, les milliardaires. Les patrons, qui possèdent, oui, c'est eux qui possèdent. Hein. À un moment donné... Je pense que pour certains, ils sont allés très loin dans le mensonge, donc ce sont des criminels. Ouais. Parce que quand le mensonge fait qu'il y a des gens qui meurent, ça s'appelle des criminels. Enfin, pour moi. Hein. Ouais. Donc, ces gens-là, à un moment donné, oui, il faut qu'ils fassent comme Zuckerberg et qu'ils disent ils ont été très méchants. Ce que je veux bien croire, hein, je pense que le pauvre, il a subi des pressions terribles, mais... Je sais pas si tout le monde va dire le pauvre, parce qu'il y en a beaucoup qui aussi lui en veulent, mais en tout cas, il a fait un petit peu mea culpa, récemment. Oui, mais je dis le pauvre parce que je trouve qu'il est faible et assez minable. Voilà, c'était avant qu'il fallait se poser les bonnes questions et se battre. Et voilà, quand on voit les infirmières, tout ça, qui ont accepté d'être sans emploi dans des situations mais humainement dramatiques, ces gens-là, ils sont restés 2 années comme ça. Et Zuckerberg, avec le pognon qu'il a, il ne peut pas s'opposer, vous voyez, quitte à tout perdre. Il est suffisamment intelligent pour recréer une autre entreprise. Donc c'est quoi son but dans la vie? Pour moi, c'est quelqu'un de faible. Donc il a raison de retourner sa veste, mais bien sûr. Mais est-ce que dans 4 ans, si c'est à nouveau les démocrates qui reprennent le pouvoir, est-ce qu'il ne va pas à nouveau retourner sa veste? Ça, on ne sait pas. C'est vrai que vous en avez certains qui veulent attendre 4 ans pour que ça se change. Oui, vous savez, c'est la nature humaine, hein, on ne va pas leur en vouloir. Hein. Ça a toujours été comme ça. Quand vous pensez, même Mitterrand, qui était d'extrême droite, personne ne lui en a voulu à Mitterrand d'être d'extrême droite. Par contre, Jean-Marie Le Pen, tout le monde lui en veut, mais Mitterrand, il a été d'extrême droite. Tiens, justement, en ce moment, ce qui s'est passé... Et il est devenu résistant à la toute fin, hein. Voilà, donc voilà. Bon. Ce qui s'est passé récemment, c'est l'été dernier, on a eu les européennes législatives. Beaucoup ont continué à parler d'extrême droite, mais même au niveau du pouvoir et même du président, on a commencé à parler d'extrême gauche là. Parce qu'on parle toujours d'extrême droite. Mais là, au niveau du gouvernement, ils l'ont dit, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. Parce qu'on parle toujours d'une même extrême, le côté droit. Oui, donc là ils ont dit plus extrême. Oui, parce qu'en fait ils veulent cacher le fait qu'eux, ils sont l'extrême centre. Qui est extrême, qui est extrême. Et de toute façon, on n'a que des extrêmes actuellement. Il y a plus personne n'est modéré, si je peux dire. De toute façon, c'est impossible d'être modéré aujourd'hui parce qu'on est dans une situation tellement extrême que... vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, être pour la liberté d'expression, c'est d'extrême droite. De la part de qui? Du camp du bien, c'est ça? Moi, oui, de la part du camp du bien, dès l'instant, parce qu'une fois mon frère me dit tu vas manifester avec l'extrême droite, je lui dis non, je vais manifester avec les gens qui sont pour la liberté. Alors si aujourd'hui, quand on défend la liberté, on est fasciste, excuse-moi, là dans mon cerveau, ça fait... Est-ce que vous, de votre côté, vous avez croisé, ou vous-même, vous êtes plutôt de gauche, on peut dire ou pas? Non, moi je suis, j'ai toujours voté en fonction des personnes qui se présentaient. Oui. Et pour vous dire, moi je votais Arlette Laguillet et Chirac, tout le temps. D'accord. Vous voyez, donc Arlette Laguillet... Mais Chirac, il n'a jamais été de droite. Mais... Il y en a qui le disent, il était de gauche. Non, Chirac, moi, il avait une bonne tête, je me disais, bon, il est comme les autres. Vous savez qu'en fait, de la politique, il ne faut pas rêver. Hein, je dis ça parce que quand on est journaliste, il vaut mieux être de gauche, non? Ou c'est fini maintenant à votre époque peut-être? Ou il ne fallait pas dire qu'on était de droite? C'est très bizarre. Je pense que c'était déjà comme ça. Je pense que c'était déjà comme ça. Mais c'était pas aussi marqué qu'aujourd'hui. Voilà, on vous demandait quand même pas... Non, ce qu'il y avait déjà de très très bien à l'époque, c'est que si vous travailliez pour un journal de gauche, par exemple, et que soudainement la rédaction était rachetée par des personnes d'extrême droite, vous pouviez, en tant que journaliste, donner votre démission et vous partiez avec une indemnité très importante. On ne vous obligeait pas à rester dans un journal qui avait un éditorial qui n'allait pas dans votre sens
politique. C'est pour ça que quand il y a eu l'histoire là pour je sais plus quel journal là, vous savez, qui a été racheté. Et les gens se sont plaints, ils ont manifesté, gna gna gna, comme s'ils étaient des pauvres victimes. Oui, il y a pas si Moi, longtemps. en tant que journaliste, je dis mais qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre? Si ça leur convient pas la nouvelle direction, ils donnent leur démission, ils vont empocher un paquet de thunes et ils vont bosser dans un journal qui leur correspond. Enfin, il n'y a aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout journaliste. Enfin, c'est pas dramatique comme métier. Certains voient de l'extrême droite de partout, c'est facile de dire extrême droite. Aujourd'hui, tout est d'extrême droite. Voilà. Dès l'instant où vous n'êtes pas dans la pensée voulue par le gouvernement en place, voilà. Comme ceux qui pensent que les patriotes et tous ceux qui sont là, se sont ici à manifester, sont des gens d'extrême droite. Oui, bien sûr. Alors, moi, combien de fois j'en ai croisé qui me disaient, il me disait comment? Il me disait, je sais plus, il me disait, vous êtes une pauvre dégénérée ou je sais pas quoi, parce que j'étais là, je dis bah oui, t'as raison. De toute façon, c'était Montesquieu qui disait que on enfermait des gens dans des hôpitaux psychiatriques pour laisser croire que ceux qui étaient à l'extérieur étaient sains d'esprit, voilà. Donc bon. Et là, pour le journal qui s'est fait, on parle du JDD là, vous parlez du JDD. Oui, c'est ça, c'était le JDD, oui, voilà. Ces journalistes. Quand ils ont manifesté pour dire que c'était terrible, qu'on allait les obliger à penser d'une façon dont ils ne voulaient pas penser, ben non, t'es pas obligé, mon gars. Quelque part, je pense que certains jouent à un jeu, non? Est-ce que vous pensez pas comme ça aussi? Ah, mais oui, mais bien sûr, c'est une grande comédie aussi. Oui, tout le temps, mais partout, tout le temps, partout. C'est fatigant, hein. Vous avez été comédienne, vous m'avez dit. Oui aussi, oui. Et j'ai arrêté à cause de tout ce qui s'est passé en 2020. Cette profession m'a alors encore plus laminé la gueule que avec le beaucoup de personnes qui journalistique. acceptent qu'on... Ah mais c'est règles, un métier de soumission à un point que vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas soumis de chez soumis, vous ne pouvez pas faire ce métier. Vous travaillez à la télé ou au cinéma? Partout, moi j'ai fait partout. J'ai fait cinéma, télé, théâtre, quels que soient les endroits. C'est terrifiant. De toute façon, tout est compartimenté. Avant, quand vous passiez un casting, c'était avec le réalisateur. Là, ça fait des années que c'est toujours avec des directeurs de casting que... Bref, quoi, voilà. C'est une profession encore parasitaire qu'on ne sait pas à quoi elle sert. Mais c'est comme ça. Il y a des subventions, c'est comme pour les journaux. Il y a des subventions, il y a de l'argent qui circule pour faire des films, des fois que personne ne voit. Oui. Bah, BHL, il a plein de fric pour faire ses films. Voilà. non, mais voilà. Donc ça c'est pire que le journalisme. Voilà. Quelque part, en quelque sorte, c'est pire. Je pense à ça. Ouais. Parce que si vous l'ouvrez un peu trop, comme certains comédiens qu'on ne voit plus, c'est terminé pour vous, quoi. Ah, mais c'est terminé. Mais même moi, mon petit niveau, parce que personne ne me connaît, vous voyez ce que je veux dire, j'ai fait pas mal de choses. Mais... On va taper quoi sur Internet pour vous trouver? Alors, vous tapez Marine Blake, BLAKE. D'accord. Oui, ça m'intéresse. Mais voilà, mais non, mais c'est même lors d'une séance d'habillage, vous savez, des sillages de costumes. Oui. Si vous avez le malheur, moi une fois, je me souviens, j'ai fait une réflexion, mais qui n'avait rien de voilà, c'est juste ça serait peut-être mieux telle couleur ou je sais pas quoi. Vous voyez, une connerie comme ça. Oui. La directrice de casting qui m'avait embauchée pour ce film-là, elle est venue, elle m'a dit bon toi, ça va pas te parler comme ça, hein. J'étais scotchée, je dis mais attendez, on est où? On est chez les fous là. J'ai pas 5 ans, voilà. Il y a une sorte de mise au pas dans ce milieu, comme dans d'autres milieux aussi, pour dire c'est comme ça. Vous dites rien, sinon on vous dégage. On vous dégage. Et les Américains, parce que j'avais tourné dans des films américains, ils sont pires. Oui, c'est ça, bien le dire, c'est bien le dire. Aux États-Unis, c'est aussi très compartimenté. Oui, non mais c'est vraiment la schlag. Dans le monde du cinéma, quand vous êtes sur un tournage, c'est la schlag. Vous n'avez pas le droit de parler. C'est comme ça. Ah, c'est militaire. C'est horrible. Et moi là-dedans, avec si je fais du cinéma, du théâtre, si je fais de l'art, c'est pour être dans quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qui est militaire, vous voyez, voilà. Enfin, donc le côté français ressemble maintenant beaucoup plus au côté américain, où c'est très hiérarchisé, où c'est une industrie, où tout le monde doit se taire, tout le monde doit rester à sa place. Tout le monde doit se taire, tout le monde doit rester à sa place. Ça, c'est sûr et certain. Et je vous dis, je pense que c'est pire aux États-Unis qu'en France, dans cet univers-là. Voilà. Donc, je pense que tout ce qu'ils ont vécu là avec P. Diddy, ça prouve à quel point ils se sont tous soumis, comme ils sont tous complices de tous les crimes qu'il y a eu. Et voilà, ça donne froid dans le dos. C'est terrifiant tout ça, parce que vous restez optimiste, vous m'avez dit, en tout cas, j'ai compris. Il y a du bien, il n'y a pas que du mal. Mais on est quand même dans un sacré sac de nœuds, dans différents même milieux aussi. Oui, mais c'est bien, parce que ces sacs de nœuds existent depuis très longtemps. Vous voyez? Donc il faut bien que ça explose enfin, que ça ressorte enfin. C'est pour ça que c'est long à ce que tout le monde
comprennent dans quel paquet de nœuds on est. Parce que les gens espèrent toujours qu'ils vont pouvoir surfer sur la vague et voilà. Mais non, il faut que tout le monde prenne conscience à un moment donné du paquet de nœuds dans lequel on est. Mais ça fait très longtemps que l'on y est. Il ne faut pas croire que la pédocriminalité dans le monde politique ou dans le monde artistique, c'est tout nouveau. Voilà, non, ça existe depuis extrêmement longtemps. Ça remonte à, vous voyez, l'époque de Mitterrand, etc. Ça remonte à bien avant. Donc à un moment donné, voilà, mais c'est difficile, c'est des sujets très lourds pour que les gens acceptent. Moi je comprends que les gens soient un petit peu comme ça quand je leur parle d'un truc, parce que vous voyez, même le compteur Linky, dès l'instant où vous parlez de ça, vous commencez à appuyer sur quelque chose, pour les gens c'est « Ah bon, donc ça veut dire que le gouvernement qui m'impose ce compteur-là me raconte n'importe quoi, qu'il veut me faire du mal, etc. » Donc c'est difficile à entendre. Ça. Moi je dirais pas qu'il veut faire du mal, je dirais plutôt que quelque part il y a un manque de considération. C'est pas comme s'il y avait une volonté de nuire. Il y a une volonté de nuire. Il y a une volonté de nuire. Il y a une volonté de nuire, c'est évident. C'est évident. Enfin, à un moment donné. Moi je dirais pas ça comme ça. Vous dites ça comme ça. Ah oui, il y a une volonté de nuire, c'est évident. De faire du mal aux gens. Du mal. Mais faire du mal aux gens, il y a 10 000 façons de faire du mal aux gens en fait. Mais quand vous les rendez tous très pauvres, oui. Quand vous leur dites, maintenant l'électricité, grâce au compteur Linky, comme on peut tout téléguider de très loin, et aux heures où tout le monde utilise, on va vous augmenter votre facture. Mais tout le monde part bosser à la même heure, tout le monde rentre à la même heure, tout le monde donne le bain à ses gamins à la même heure. Donc si vous n'avez déjà pas d'argent et que vous ne pouvez plus doucher votre enfant à l'eau chaude, ça s'appelle faire du mal. C'est juste monstrueusement pervers en fait. Oui, c'est une sorte de réorganisation de la société où il y a l'argent qui prime et le résultat. Donc vous faites du mal à des millions de gens. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous les empêchez de manger, vous les empêchez d'avoir chaud. Vous voyez, ils ne peuvent plus se chauffer les gens aujourd'hui. Alors qu'avant on avait l'énergie qui coûtait le moins cher qui soit. Moi, quand j'étais étudiante, manger, me chauffer, ça me coûtait rien. Et justement, on est à Paris, pour tous qui pensent que les Parisiens sont riches, ils sont tous blindés. Vous en pensez quoi? Moi, je réponds souvent à ça. Je pense que Paris est en train de devenir une ville faite pour les 30-40 ans. Que tous les autres, on leur demande de partir. Ouais. Vous avez ceux qui ont l'argent et autour d'eux, ceux qui vont pouvoir leur porter leurs sushis. Vous voyez? Voilà, donc il leur faut une classe misérable pour venir, comme disait Manon Aubry, alors, s'il n'y a plus de migrants, vous n'aurez plus votre petit livreur de sushis. Ben ouais, donc ils veulent des riches et des livreurs de sushis. Le reste, ils n'en veulent pas. Voilà. C'est comme un ghetto alors. Oui. Un immense parc. Oui. Où on veut faire partir les pauvres. Mais pas que à Paris. De toute façon, je pense qu'il y a une catégorie de personnes dans les EHPAD, quand ils les ont tous piqués au Rivotril, les vieux. C'est bien la preuve que les vieux, ils veulent les dégager. Pour moi, Hitler a gagné la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? La Seconde Guerre mondiale, on dit qu'elle n'est pas terminée, mais pour vous, il l'a gagné. Oui, il l'a gagné, puisque en fait, c'est tout son programme qui continue. C'est-à-dire de se débarrasser de tout ce qui est handicapé, malade, vieux, tout ce qui ne sert pas, tout ce qui ne peut pas rapporter d'argent, il faut que ça dégage. Le côté hygiéniste, on veut supprimer tous les microbes. Voilà, le côté hygiéniste, exactement, puisque Hitler, il avait commencé par infiltrer tous les réseaux bobos de l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais qui disait un esprit sain dans un corps sain, retournons dans la nature, vivons dans la nature. Il y avait une grande mode allant dans ce sens à cette époque-là, et il a infiltré ces réseaux-là, et c'est comme ça qu'il a réussi à faire son chemin, quoi. Voilà. À trouver des appuis, etc. Vous l'avez dit, on continue, ça ne date pas d'hier, on est sur... Pour vous, est-ce que c'est la fin de... Moi, j'ai parlé d'un cycle, la fin d'un système. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment passer à autre chose prochainement, que vous vivrez, nous aussi, on vivra quelque chose comme ça? Ce que certains pensent comme avoir un grand sauveur ou... Je pense qu'on l'espère tous. Je pense qu'on espère tous que ça se termine. Ouais. On n'en peut plus, on a envie que ça explose, mais dans le bon sens du terme. Et qu'on passe tous à des choses agréables. Maintenant, est-ce que ça va se faire là en 2025, 2026 ? Si on se réfère à ça, c'est vraiment une guerre. Par contre, c'est une guerre d'un tout nouveau genre, puisque ça se passe à tous les niveaux de la société et dans le monde entier, tout ce qui se passe actuellement. Oui. Avec leurs histoires de réchauffement climatique à la con, toutes leurs conneries. Donc, ils cherchent par tous les moyens
comment dire, à esclavagiser tous les gens qui ne leur servent à rien en fait. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tous ceux, vous avez une voiture qui est de telle époque, bon bah voilà, vous n'avez plus le droit de vous en servir. Voilà. On peut penser que ça se précipite, qu'on va encore plus vite. Vous avez entendu là le gars qui a ouvert sa fenêtre? Il a dit on a besoin de l'Europe. Et ben vas-y mon gars, vas-y, on te la laisse. On te la laisse. Oui mais c'est ça, mais les gens on leur a dit ensemble on est plus fort, l'union fait la force, on a besoin de l'Europe sinon la France elle s'écrabouille. Et ils sont incapables de se rendre compte que la France ne s'est écrabouillée que parce qu'elle était dans l'Europe. Voilà. Mais ça, on parlait aussi aux agriculteurs qui aussi maintenant voient arriver le Mercosur et que c'est même pas la France qui a son mot à dire par rapport au Mercosur. Ah mais ça c'est... Comment vous dire? Mais là c'est pareil, comme aux informations, on vous montrera que les agriculteurs qui font partie de la FNSEA. Voilà, les syndicats donc dominants. Du coup les Français ne vont pas se mobiliser avec les agriculteurs parce qu'ils se disent ouais mais de toute façon voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça ne me donne pas envie. Par contre, tous les agriculteurs qui, eux, ont bien compris qu'il fallait sortir de l'Europe, etc., ceux-là sont invisibilisés. Donc en fait, voilà. Et du coup, vous avez des réactions comme le gars, là, on a besoin de l'Europe. Oui, ben, c'est incroyable. Oui, donc pour revenir à votre question, est-ce qu'on va voir les choses changer? Oui, de notre vivant. Tous, hein, peu importe l'âge qu'on a. J'espère. J'espère. Je pense que c'est... Pourquoi je suis positive aussi dans ce genre de situation, c'est que je pense que tous on est confrontés, dans tout ce qui arrive, dans tous les événements qui arrivent, on est tous confrontés à qui suis-je et qui j'ai envie d'être. Et ce sont des questions existentielles de la condition humaine. C'est ce que je vous dis, donc on est humain sur cette terre pour être confronté à la condition humaine, on ne peut pas y échapper. Donc les seules questions qu'on doit avoir, c'est qui suis-je et qui j'ai envie d'être. Et si vous avancez sur ces questions-là, à trouver des réponses à ces questions-là, eh ben votre vie, vous n'avez pas vécu pour rien. Donc en fait, tous les obstacles sont nos amis, puisque ce sont ces obstacles-là qui nous obligent à nous poser les bonnes questions, en fait. Donc quelque part, c'est bien de vivre tout ce qu'on vit. Voilà. Je vous parle d'un changement sociétal, donc c'est un changement de comportement pour certains. Vous, je vais vous dire, votre comportement déjà, il est dans une direction intéressante. D'autres, justement, sont pris le mur. Je parle d'une humanité, des fois, qui s'échappe, des personnes qui sont devenues des robots, ouais. Alors que pour vous, vous êtes beaucoup... Vous ne direz pas que vous êtes un robot, quoi. Mais moi, déjà, je suis plus âgée que les trentenaires. Oui. Eux, c'est peut-être leur façon de se préserver parce que c'est tellement violent. Mais ils ont des parents, les trentenaires. Des gens qui ont 50, 60, 70, qui peuvent être comme vous, comme d'autres aussi, avoir des... Peut-être aussi... Oui, mais c'est pas... Moi j'ai des amis qui sont comme moi, et leurs enfants ne pensent pas comme eux. Oui. Il y a aussi le fait que les parents pensent comme ça, donc ils vont penser différemment, parce que, bon, bah voilà, tout dépend du rapport qu'on a avec ses enfants, des caractères des uns des autres. Mais quelle que soit la personne, quel que soit son niveau de compréhension des choses, elle est sur un parcours humain de compréhension de qui elle est. Après, vous avez plein de gens qui ne se posent pas ces questions-là. Mais la vie va les rattraper pour qu'un jour ils se les posent. Je vous parle de ça parce que beaucoup aussi vont dire que c'est la faute de Macron, c'est la faute d'un politique. Oui. Mais c'est aussi un état d'esprit pour certains Français et des personnes qui se laissent aller, qui se laissent faire ou qui ne font pas d'efforts pour réfléchir et échanger, comme dans la compréhension du Linky par exemple. Dans l'exemple qu'on vous a donné. Oui, alors j'ai pas bien compris ce que vous vouliez me dire. Il y a des gens qui font pas assez d'efforts. En fait, je dis que c'est pas l'homme politique qui est responsable. Oui. C'est la personne, c'est l'état d'esprit, c'est aussi les personnes qui se laissent aller et qui n'ont pas envie de faire d'efforts. Oui, ça c'est vrai aussi, mais après chacun a la capacité qu'il peut. Comment vous dire? C'est comme moi, je peux pas courir comme le coureur qui va remporter la médaille d'or. Voilà, et ben il y en a, ils peuvent pas courir aussi bien que moi, comme il y en a qui vont courir 10 fois mieux que moi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va prendre du temps, on n'est pas tous au même niveau. Là. On n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous un organisme qui fonctionne, vous voyez, avec autant d'énergie, etc. Donc je ne retire pas la responsabilité des gens que s'ils ne veulent pas se poser des questions, ils sont responsables du fait de ne pas se poser de questions. Ouais. Ça, je suis désolée. Tout comme Macron est responsable de ce qu'il fait, même s'il a été abusé enfant et qu'il est sous emprise.
Enfin, ce mec, il est déglingué, c'est une évidence totale, il devrait être en hôpital psychiatrique. Enfin voilà, il a besoin d'être soigné, c'est évident. Mais ça n'empêche qu'il est responsable. Parce qu'à un moment donné, voilà, il est suffisamment intelligent pour se poser les bonnes questions. Comme dans une hiérarchie avec toute la chaîne des personnes qui ont pris des décisions, comme pendant 2020, 2021, et tous ceux qui peuvent ne pas dire, qui ne peuvent pas dire, je ne savais pas ou j'étais obligé d'obéir, un peu comme même ces policiers qui ont demandé de porter les masques. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde a été responsable. Mais tout le monde est responsable, parce qu'on a toujours le choix. Et on est en permanence confronté à qui je suis et qui j'ai envie d'être. Donc les gens qui disent j'avais pas le choix. Cela dit, il y a des gens qui ont vraiment se sont laissés picouser en pleurant parce que pour eux, c'était sinon ils pouvaient plus nourrir leurs gamins ou je ne sais quoi. Donc il y a quand même des cas qui ont été... Ils se sont sentis coincés. Ah mais complètement. Et ils ont eu personne pour les aider à voir qu'en fait ils ne l'étaient pas coincés. Que ça allait être dur, mais qu'ils pouvaient faire le choix de ne pas y aller. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas juger, enfin chaque cas est différent bien en fait. Bien sûr. C'est vraiment... voilà, mais moi j'en veux beaucoup plus si je dois en vouloir certaines personnes. Ce sont tous les médias qui étaient au courant et qui ont accepté de se taire. Oui. Voilà, tous ceux qui avaient le droit au chapitre, si vous voulez, qui avaient une parole publique. C'est pour ça que je vous dis, moi, quand j'ai vu les Molières ou ceux qui étaient sur scène et qui disaient « Ah, vous êtes venus vaccinés, masqués, mais vous êtes venus, nous allons tous lutter contre le Covid, machin », je me disais « Mais je supporte pas. » Vous voyez, tous ces gens-là, pour moi, ce sont des diables. Voilà, ces gens-là sont monstrueux. Il y a une perversion. Si vous voulez, pour moi, les seuls qui sont réellement coupables, ce sont tous les pervers. Voilà, tous les grands pervers que l'on voit à la télé, partout. Qui sont à des postes importants et qui font aussi importants, trembler les autres. Voilà, et qui font du mal, et qui sont vicieux, et qui ne ressentent rien. Eux, ils n'ont pas d'émotion. Ils n'en ont rien à faire que les gens crèvent, par exemple que les suspendus soient restés 2 ans suspendus. Sans pouvoir travailler en plus en étant empêché d'aller travailler ailleurs. Ne touchant pas le chômage. Ouais. Et la police qui les convoquait, avec interdiction de venir avec un avocat. Et la question c'était, mais vous êtes toujours en vie, comment vous faites? Parce que vous n'avez pas d'argent. Donc d'où vient l'argent que vous avez? Parce qu'il va falloir payer des impôts sur l'argent que vous avez eu pour pouvoir bouffer. Il vient d'où l'argent? Les gens sont matraqués psychologiquement et ça c'est dur, c'est la santé mentale après. Ah oui, je pense qu'il y en a certains. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a une intention de nuire. Et là, en fait, c'est même pas la santé physique, après, c'est la santé mentale. Les gens perdent tout, quoi. Oui, bien sûr. Ah, mais ça vous détraque complètement. Tout ce qu'on a vécu là, ça peut détraquer complètement. C'est un traumatisme pour beaucoup de gens. Hein. Ah oui, mais moi je suis traumatisée, moi aussi, il ne faut pas croire. Bien sûr. Moi, je suis traumatisée. Je vous dis, oh là là, vivre ça en France, mais j'aurais jamais cru. Moi, quand j'étais petite, je pensais que la dernière guerre mondiale, c'était, les gens avaient compris... Terminé, on passe à autre chose. Oui, que les gens avaient compris ce que c'était que la solidarité humaine, de s'aimer, de faire société, de faire que tout soit de plus en plus libre, de plus en plus beau, de plus en plus merveilleux. Mais bon, voilà, quoi. Non, je vous jure, je ne m'attendais pas du tout à vivre ça. Et maintenant, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive pour continuer de vivre ce que vous avez envie de vivre? Des choses intéressantes peut-être pour vous Alors, la nature, voilà. La nature. On va dire que c'est la nature. Je pense que pour beaucoup, il y a un retour à la nature qui est le seul endroit où on peut se ressourcer vraiment. Ouais. Merci bien. Ouais, je vous en prie. Je peux prendre votre mail ou votre numéro de téléphone pour vous envoyer même le... Oui, je veux bien, je vais vous donner mon mail. Je vais couper le son 5 minutes. Ouais. Je vous remercie, c'était vraiment très intéressant, très important d'avoir ce discours, cet échange, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi comme ça qui vous regardent et qui ont apprécié et qui sont aussi dans cette compréhension du monde comme vous. Vous n'êtes pas la seule, mais ça vous l'avez compris, vous n'êtes pas la seule. Non, je ne suis pas la seule, oui. Non, je pense que
voyez, le ciel, il est noir, Oui. mais il y a plein d'étoiles. Ouais. Et les gens pensent qu'ils sont tout seuls. Ils sont la petite étoile toute seule, mais non, il y en a plein d'autres. On est très nombreux. Vous m'avez dit auparavant, vous pensiez peut-être, vous m'avez pas dit, mais que vous étiez peut-être plus isolé, et en fait, vous avez compris depuis 2020 que c'est pas le cas. C'est ce que vous m'avez Ah non, dit. oui, voilà. Puis surtout, l'avez je vous compris dis, aussi, en 2020. oui, oui, bien. Alors, Même si vous avez de l'expérience, en 2020, vous avez Oui. déjà de l'expérience. Depuis 4 ans, vous en avez appris un peu plus. On est entouré de bonnes personnes, de personnes ah ben, j'ai surtout compris importantes. comment fonctionnait la perversion. Oui, d'accord. Mais c'est important pour plus se faire avoir. J'ai surtout compris comment ça fonctionnait, ça, vous voyez. Et parce que je dis, ça faisait des années que je me disais, mais c'est pas normal, mais pourquoi on me dit ça, mais pourquoi c'est que ça se passe comme si. Puis vous êtes déconcerté, vous n'arrivez plus pas à répondre, vous savez pas quoi répondre. Et là, alors là, c'était une formation accélérée. Qu'est-ce que c'est que la perversion et comment on peut y faire face et ne pas se laisser bouffer par ça. On apprend à tout âge. Et vous, Ah oui, vous avez ah oui. fait différents métiers, vous Ouais. avez déjà des connaissances. Mais Ouais. là, pour beaucoup de gens de différents âges, ça a été aussi des révélations aussi depuis. Oui, ah bah oui, je veux dire, on se révèle à soi-même. Et on voit aussi les gens autour de soi. Moi, dans ma famille, il y a plein de gens qui ne me parlent plus. Et par contre, des gens de ma famille à qui je ne parlais pas spécialement, on s'est beaucoup rapprochés. Qui vous parle plus depuis 2020 depuis Ah oui, depuis moi, toutes les- mon père ne me parle plus. Mon père, il est médecin, il est pro Ah, industrie pharmaceutique. Autant vous dire, il me prend pour une folle. Mais lui, Ouais. est-ce qu'il vous parle plus parce que ça concerne des croyances qu'il a ou c'est pas parce qu'il est payé par rapport à... Bah, il est très âgé maintenant, donc je pense pas qu'il soit encore payé. Non, Mais en fait, il a mais- des croyances, il a des croyances limitantes ou... Mais je pense que ça remet en cause toute sa vie professionnelle, surtout. Vous savez, quand vous êtes médecin, que vous avez cru à l'industrie pharmaceutique qui ne devait pas être aussi, pervertie il y a 50 ou 60 ans, ça ne devait pas être pareil. Donc quand vous avez cru à tout ça et soudainement vous êtes âgé, et soudainement on vous dit, bah non, il ne faut plus que tu crois à ce que tu as cru toute ta vie, c'est très déstabilisant. C'est quand même particulier parce que quelqu'un qui est docteur, quelqu'un qui a fait des études de médecine, c'est quelqu'un qui, on lui a dit, bah, ça évolue au fil du temps et on ne faut pas rester dans ce qu'on sait. C'est quand même assez particulier. Hein. Pour tous ceux qui font des études longues, Ouais. pour tous ceux qui font même des études scientifiques. Après, on se demande où sont les docteurs, où sont les scientifiques, sont-ils tous de plateau? Et pour ceux qui vont en écouter à l'extérieur de la télévision, on va dire eux, c'est des charlatans. À la télévision, les médias, eux, ce sont les vrais. Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Oui, mais après, c'est justement, c'est pour ça que je vous dis, même quand vous êtes médecin et que vous avez eu vos propres croyances tout au long de votre profession et que vous êtes confronté en 2020 à ce qui s'est passé, eh ben, en fait, vous êtes confronté à vous-même, vous êtes révélé à vous-même qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Et il y en a beaucoup, comme mon père, qui ont fermé le rideau, qui n'ont pas... C'est assez fort, c'est Parce que assez dur. c'est trop dur. Ça remet toute votre vie en cause. Ça fait mal. Ah bah ça fait mal, oui. Parce que je pense que mon père a gagné beaucoup d'argent avec l'industrie pharmaceutique. Donc, voilà. Et là, vous pouvez plus vous parler plus. Bah, il me parle plus pour ça et pour sans doute d'autres raisons, mais qui se résument à la même chose, qui sont qu'il faut qu'il regarde sa vie passée et qu'il en tire des conséquences et qu'il accepte de changer de point de vue. Voilà. C'est vraiment dommage et c'est vraiment dur, même pour vous, c'est ça, de ne plus pouvoir parler à ses parents, enfin à son père, c'est compliqué. Enfin, Oui, c'est compliqué. Non, mais je suis d'accord. La famille, je suis complètement d'accord. Hein. Se fâcher en famille, il y a eu, parce qu'en fait 2020, et j'en ai même souvent parlé dans mes directs, on l'a vu ensemble, c'est que depuis 2020, il y a eu pas mal de soucis dans les familles. Oui. Des gens qui peuvent plus parler ou qui peuvent même plus se voir pendant les fêtes de fin d'année, s'il n'y a pas eu les bonnes injections. Ah ben mon père, comme j'étais pas vaccinée, pour aller à son anniversaire, non, viens pas. Mais vous pouvez pas en vouloir aux gens. Enfin, moi, je lui en veux pas du tout. Ouais. Ça rend très triste. Voilà, c'est tout. Ça rend triste. Ça, c'est sûr. Hein. Ça rend triste. On se dit on peut même pas en discuter ensemble. Bon. Beaucoup sont déçus. Il y en a qui ont soutenu les soignants, qui ont été avec eux, qui sont dégoûtés par rapport à ce que certains ont subi, ceux qui se sont fait aussi. Qui ont été empêchés de travailler parce qu'ils ne voulaient pas porter les masques et tout ça. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont dégoûtés par les docteurs ou par rapport à ces personnes parce que quelque part ils se sentent trahis, on leur a pas dit, ou des gens qui sont proches de la médecine qui ne leur ont pas dit les effets secondaires par exemple. Il y a une sorte de trahison chez les Français. Et il y a des gens qui on se sent trahis de tous forcément les côtés. À l'hôpital. Ah bah oui. Mais moi, ma grande chance, c'est que j'ai jamais eu confiance dans les médecins. Donc, d'accord. J'ai vécu suffisamment de choses avant pour me rendre compte qu'il y avait
avait quelque chose de bizarre dans la médecine. Vous voyez, là encore, vous voyez les années précédentes, quand j'allais voir un médecin, comment vous dire, moi, quand j'étais enceinte de ma fille, 7 mois et demi de grossesse, mon médecin qui m'appelle à mon travail, en me disant Madame Faure, je vous appelle, il faut que vous preniez un rendez-vous le plus rapidement possible avec ma secrétaire pour un avortement thérapeutique. Vous imaginez, j'étais avec des clients en face de moi, en pleine réunion avec des clients. À l'époque, je travaillais dans une boîte privée, donc bref. Et le gars, je lui dis mais pourquoi? Il me dit ah, vous avez contracté la toxoplasmose au 4e mois de grossesse, qui est la période la plus dramatique. C'était mon remplaçant qui était là à l'époque et il n'a pas fait attention. Je viens juste de récupérer votre dossier. Donc là, ça urge, ça urge. Je lui dis, mais même pas en rêve, même pas en rêve. Oui. Et là, il me dit, mais vous vous rendez compte si vous mettez au monde un enfant normal? Je lui dis, mais ça vous regarde pas. Il me dit, mais moi, je ne mets pas au monde des enfants normaux. Je lui dis, alors d'abord, vous n'allez rien mettre au monde du tout parce que vous êtes un homme. Celle qui va mettre au monde, c'est moi. Donc ça ne vous regarde pas. Il me dit, et qu'est-ce que vous allez faire si à la naissance, vous apercevez que votre enfant est anormal? Et là, je lui ai dit, écoutez, cher monsieur, si je m'aperçois que ça ne me convient pas, je prendrai un oreiller et je l'étoufferai. Vous voyez, pour bien le... Voilà. Il me fait, oh, mais c'est un crime. Et je lui fais, ah, parce que vous, c'est pas un crime? Il me dit, oui, peut-être, mais moi, légal. Il me fait, légal. Oh là là légal, là là voilà, là. légal, le crime légal. Et je vais vous dire un truc, quand on sait aujourd'hui tout ce qu'on sait de ce qu'ils font avec les bébés, que maintenant vous avez le droit d'avorter pour des raisons médicales à 9 mois de grossesse, je vois pas comment on peut vous avorter, moi, à 9 mois de grossesse, vous voyez? En dehors de vous faire une césarienne, je vois pas comment on peut vous avorter, mais enfin bref. Quand on sait ce qu'ils font avec les petits bébés... Et voilà. Ça, c'était il y a moins 20 ans, c'est ça? Bah, ça fait 35 ans. 35 ans déjà. Vous avez eu ce genre de discours avec ce docteur? Voilà. 35 ans. Ouais. J'ai pleuré pendant une semaine. Parce que c'est tellement violent quand on vous envoie ça dans la gueule. Ma fille, c'est la plus belle du monde. Je peux vous dire qu'elle a rien de... d'anormal. Ouais, voilà. Donc, et votre fille, elle était la toxoplasmose, elle a eu ou... Non mais c'est la toxoplasmose, tout le monde l'a. Vous savez, quand j'étais à la maternité, justement après avoir accouché, j'ai entendu le pédiatre qui engueulait mon gynéco. Il lui disait, mais foutez-leur la paix aux bonnes femmes avec vos histoires de toxoplasmose. Elles font l'examen le matin, elles l'ont, le soir elles l'ont plus. Enfin, ça change tout le temps. D'accord. Dès l'instant où vous caressez un chien, vous l'avez... C'est quoi la toxoplasmose? Mais le corps est... Vous savez, c'est tout le problème. Le corps est rempli de virus, de bactéries, de microbes, de miasmes, de tout ce que vous voulez. C'est un équilibre très, très mystérieux, voilà. Et eux, ils vont vous dire, oh là là, vous avez ce truc-là qui va faire que... Voilà. Mais c'est juste pour emmerder les bonnes femmes, c'est tout. Voilà. Au niveau de la médecine, vous l'avez compris, il y a une sorte de, comment dire, des personnes qui se sentent supérieures quelque part, qui se disent, moi la vie je connais, vous ne connaissez pas. Et là en ce moment, depuis 2020, c'est toujours le problème des gens qui veulent prendre le pouvoir sur les autres. Voilà. Oui, depuis 2020, on voit ça même sur les plateaux et même dans les hôpitaux. Moi je sais, vous ne savez pas, c'est moi qui voilà. Plus personne s'occupe de soi. Oui, mais c'est ça la perversion. Les gens veulent prendre le pouvoir, vous dominer, vous asservir. C'est ça partout. Mais moi, vous voyez, une expérience comme celle-là, je peux vous dire que quand ils nous annoncent, oh là, il y a un virus, on va tous mourir. Bah voilà, j'ai été préparée à ne pas croire tout et n'importe quoi. Le virus, lui, en général, il n'a pas envie que tout le monde meure, sinon après lui aussi meurt. Voilà, exactement, le pauvre petit. Voilà. Pauvre petit, ouais. Bah ouais. Non, mais on en respire 200 000 à la minute des virus. Hein. Donc, bon, à un moment donné, il faut se calmer. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bah, je vous en prie. Et à bientôt. Oui, à très Bonne bientôt. continuation. Oui, merci beaucoup pour cet échange vraiment important. Merci beaucoup, au revoir.